T'es l'architecte du chantier le plus célèbre au monde, moi qui suis pas du tout croyant. Oh, vous devriez, mon fils. Notre-Dame de Paris, Philippe, on fait payer l'entrée ou pas? J'espère bien que non. Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est de la restauration? Est-ce que c'est de la rénovation? Comment tu le dis, toi? Alors j'ai inventé un concept. Bonjour Philippe, bienvenue dans Build. T'es l'architecte du chantier le plus célèbre au monde, celui de la restauration et de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai vu sur ce chantier, en fait, un architecte en chef qu'on te vend émarré pour faire en sorte que le monument de sa vie, en fait, puisse reprendre vie. C'est bien ça? J'ai eu la chance d'avoir affaire à des entreprises comme la tienne qui, dès les premiers jours, étaient à mes côtés. Et lorsque je prenais une décision, elle était mise en œuvre dans l'heure qui suivait ou pire, dans la journée qui suivait. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel d'abord et puis de rassurant. Oui, parce que d'ailleurs, on peut le dire, on est à quelques jours avant la fameuse date du 8 décembre, qui est la date de la réouverture. Moi, j'ai envie de dire un truc qui n'est pas politiquement correct, si tu m'autorises, Philippe. Oh, bah j'adore. En fait, si on vous avait laissé travailler, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas 5 ans qu'on aurait mis pour la réouverture, mais c'est beaucoup moins. Est-ce que tu partages avec moi cet avis? Oui, très, très nettement. Je crois que ce chantier, du fait que tout le monde le regarde, il est très médiatisé, et qu'en France, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution, ça tue les dynamiques. Et je me souviens qu'on était au mois d'avril, lorsqu'on a commencé, et au mois de juillet, coup d'arrêt d'un préfet. Mais je me rappelle, on a fait des réunions ensemble avec la préfecture assise à côté de nous pour nous dire qu'en fait, ils savaient pas dire pourquoi, mais qu'en tout cas, il fallait que le chantier s'arrête pour des principes de précaution. Voilà, et c'est un peu terrible parce que c'était la panique du plomb. Et là aussi, on a laissé dire tout et n'importe quoi. Et si on avait très rapidement dit la vérité, enfin dit les choses, notamment sur le plomb, puisque je fais allusion évidemment au plomb, on aurait évité de dire que le plomb s'était vaporisé dans l'atmosphère. Il y a même des Américains qui sont allés jusqu'à simuler un nuage jusqu'à Rouen. Tout ça de particules de plomb dans les nuages et qui seraient allées polluer tout, partout. C'est de l'absurdité la plus totale parce qu'il suffisait simplement de rappeler à ces gens le plomb se vaporise dans l'atmosphère à la température de 1470 degrés. Or, la police scientifique et les pompiers ont noté que pendant l'incendie, la température était comprise entre 800 et 1200 degrés. Donc on est très loin de la vaporisation. Donc tout ce qu'on a vu dans les nuages, c'était des particules de plomb, mais qui, puisque c'est du plomb, sont tombées très rapidement au sol. Et c'est pour ça qu'on avait de la pollution au niveau du parvis, puisque le vent partait de l'est vers l'ouest. J'ai même été jusqu'à demander à ce qu'on trouve l'isotope, c'est-à-dire la carte d'identité du plomb, pour qu'on reconnaisse le plomb de Notre-Dame par rapport à celui du Panthéon, celui de la Sainte-Chapelle ou autre. Et l'ARS est allé faire des prélèvements. Mais il s'est avéré qu'on n'a jamais retrouvé le plomb de Notre-Dame dans les cours de récré. Donc, au passage, personne n'a été contaminé par le plomb sur ce chantier en 5 ans. Moi qui baignais partout dans la cathédrale pendant tous ces jours-là, ma plombémie, on l'a faite, elle était à 70 alors que le seuil était à 400. Ouais, tout à fait. On n'a pas du tout été favorisé pour aller plus vite. On a fait les choses rigoureusement dans les temps. C'est incompressible, les appels d'offres. Les analyses d'offres, c'est incompressible. Et la passation des marchés, c'est incompressible. Et parfois, j'avais le sentiment que je ramais dans un sens et que d'autres ramaient dans l'autre. C'est un sentiment très désagréable lorsque vous êtes à la charge, à la tête d'un chantier qui se veut rapide et pour sauver un monument patrimoine de l'humanité. Avant d'aller juste un peu plus loin là-dessus, j'aimerais bien qu'en fait on te présente, moi qui te connais bien, c'est un parcours d'acharné de travail. Pourquoi je te dis ça? Parce que devenir architecte en chef, déjà c'est un travail qui paraît tellement colossal. En fait, oui, le patrimoine, il est rentré dans mon esprit très jeune. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais des grands-parents cultivés, on va dire, et puis mon grand-père, lorsqu'il était enfant, a eu 2 livres au moment de la remise des prix, et c'était des livres qui dataient de la fin du 19e, début 20e. Alors, c'était un livre sur les cathédrales, les grandes cathédrales gothiques, et j'étais fasciné par ces flèches, ces petites choses pointues. Et c'est pour ça que, pour moi, le gothique, c'était des flèches, c'était des choses bien pointues, et Notre-Dame avait des tours carrées. Donc, j'aimais pas Notre-Dame. C'était pas fini, un peu rude, un peu carré, bof. Et puis, ma grand-mère avait des disques, et parmi lesquels il y en avait 2 qui étaient de Pierre Cochereau à Notre-Dame de Paris. Grand interprète, quoi qu'en disent certains puristes, mais improvisateur de génie.
et qui a transformé l'orgue de Notre-Dame et qui est devenue la tribune la plus courue du monde. Donc c'était quand même quelque chose de fantastique qui se passait à Notre-Dame. Et c'est par la musique en fait que je suis rentré dans Notre-Dame. Et puis quand vous êtes dans les concerts, vous regardez au plafond, il y a les voûtes, il y a les chapiteaux, et puis progressivement, j'ai assimilé Notre-Dame à la musique, et donc je suis tombé amoureux de Notre-Dame. Puis un jour, je vais en 79 ou 80 au Grand Palais, exposition sur Viollet-le-Duc pour le centenaire de sa mort en 1879. Et là, je découvre Viollet-le-Duc, le génie de Viollet-le-Duc et mon métier. Je vois architecte en chef des monuments historiques. Je dis, je veux ça. Et donc, j'ai été faire mes études. J'ai raté mon bac parce que j'ai fait ma maquette de Notre-Dame, donc je l'ai repassé ensuite. Ensuite, j'ai passé mes études d'architecte. Ensuite, j'ai fait Chaillot. Ensuite, j'ai passé le concours, je l'ai raté. Et ensuite, je l'ai repassé malgré tout, en me disant que je voulais absolument être indépendant et dépendre de personne. Et puis, arrive 2013, qui était une date que j'avais déjà notée, puisque c'était la date de départ à la retraite de ce qui serait mon prédécesseur, Benjamin Mouton. Et en 2013, il y a la candidature pour le remplacer. Je fais une candidature, j'y glisse un petit livret que j'avais fait avec les photos de mes maquettes, dont Notre-Dame, et puis dont les grandes orgues de Notre-Dame. Et puis j'attends fébrilement en n'y croyant absolument pas. Et puis il y a dû y avoir une bonne fée qui a mis mon nom en tête et je suis devenu l'architecte en chef de Notre-Dame. Et Philippe, d'ailleurs, si tu devais expliquer ce que c'est un architecte en chef, c'est quoi un architecte en chef des monuments historiques ? Alors contrairement à ce que peuvent penser certains, c'est pas un vieux con. C'est juste quelqu'un qui doit faire preuve de modestie vis-à-vis des monuments dont il a la charge et s'effacer derrière ses prédécesseurs. Parfois, il peut arriver qu'il laisse une touche de lui-même, mais celui qui veut signer en mettant « c'est moi qui l'ai fait », il n'a pas très bien compris son métier. C'est avant tout un amoureux de ces choses magnifiques qui pullulent sur notre territoire. Il y a des monuments partout, il y a des chefs-d'œuvre partout, une statue par-ci, un vitrail par-là. C'est extraordinaire ce qu'on peut avoir en France. Et donc, il faut l'entretenir. Je pense qu'un architecte en chef doit avoir en tête de passer. C'est un passeur passant. Comment vivent tes confrères, en fait, quand tu deviens en charge de Notre-Dame de Paris et quand, en plus, tu es renouvelé et que tu as la confiance pour être renouvelé pour sa restauration et sa reconstruction après incendie ? Je crois qu'ils le vivent mal. Ceux qui se voyaient déjà terminer leur carrière en ayant le Graal. Moi, c'était pas mon Graal, c'était juste un désir de gamin. J'aimerais m'occuper de Notre-Dame, naïvement. Je suis un grand naïf, moi, vous savez. Je suis assez connu pour mon franc-parler. Dans le genre, on va plus vite en disant ce qu'on pense que de finasser. Ça m'agace, c'est de la perte de temps, et autant dire ce qu'on pense. Et là, je me suis retrouvé, dès 2013, avec des couteaux plantés dans le dos. Voilà. Et puis alors, quand la cathédrale a brûlé, évidemment, des bonnes âmes de la compagnie sont venues se précipiter dans le bureau du général ou au ministère pour prêter leur service, en espérant qu'on allait virer l'usurpateur. Ouais, c'est vrai qu'on t'a pas beaucoup vu, Philippe, en fait, dans les médias. T'as été très silencieux pendant toute cette période-là. Comment t'expliques ce silence ? Alors, je cours pas après les médias. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on usurpe mon travail, qu'on spolie le travail fait par mes équipes. Bref, qu'on se comporte un peu en imposteur. Et ça, je dois dire, c'est terriblement dur à vivre. Ne serait-ce que pour un petit ego. Tout le monde a un ego. Quand on dit « t'as un ego », oui, j'ai un ego, autrement je ne me lèverais pas le matin. Mais en fait, j'ai envie de dire, je cours pas forcément après les caméras parce que finalement, pendant que les gens jacassent à ma place, moi je travaille. Ouais, moi je t'ai vu travailler en fait sans compter, et c'était ma prochaine question. Je t'ai vu pas compter ton énergie, je t'ai vu passer des nuits sur la cathédrale, je t'ai vu passer des jours à travailler avec tes équipes. Quand on est sur un chantier comme ça et qu'on est sur tous les fronts, est-ce que il faut être ce qu'on te reproche parfois, c'est-à-dire pas totalement raisonnable, complètement passionné, pour faire avancer ce chantier pour qu'il y ait une réussite à la fin ? Alors, dans la forme, je sais pas, mais dans le fond, oui. C'est-à-dire que j'ai mis au service de la cathédrale, effectivement, toute mon énergie. J'ai abandonné tout. J'avais le domaine de Chambord, j'avais un département, tout ça. J'ai tout lâché que pour Notre-Dame. Donc, il faut déjà se consacrer vraiment à la cathédrale. Et puis ensuite, il faut être un chef. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être très clair dans les objectifs. Donc, il fallait déjà être clair dans sa tête. Et puis par nature, Notre-Dame me passionne. Et voir ce monument... les 4 fers en l'air, c'était un truc que je supportais pas. Il fallait très très rapidement la remettre sur pied. Donc c'était marche ou crève presque. C'était suivez-moi. Et j'ai jamais eu de difficulté avec les entreprises pour me faire écouter. Je vais pas dire obéir, mais me faire suivre. Et
Surtout. Je crois qu'ils ont compris que je les aimais. Et donc, j'ai pour eux une affection et une reconnaissance, mais sans borne. Ce qui a fait qu'ils l'ont compris et que la plupart sont des amis. Moi, je t'ai vu sur le chantier, en fait, avoir une tendresse et puis surtout une reconnaissance auprès de tous les ouvriers qui étaient sur le chantier. J'avais besoin de vous, j'avais besoin des compagnons pour sauver ma belle. Et puis, c'est vrai qu'il y avait des gueules, il y avait des gens, il y avait des caractères qui étaient tellement beaux, enfin, qu'on peut que tomber en admiration pour ça. C'est pour ça que j'ai spontanément instauré la bise et le tutoiement. C'est la marque de fabrique de ce chantier. Ouais, c'est vrai, complètement, je suis entièrement. Bon, il y a la baffe et le câlin, mais il y a aussi la bise et le tutoiement. Ouais, et puis à la fois, t'es quand même quelqu'un qui qui avait des objectifs à tenir sur le chantier, et il fallait que ça avance. Moi, je t'ai vu dans des réunions quand ça freinait un peu, monter dans les tours assez rapidement, justement pour que le chantier avance et pour que les choses se passent. Et d'ailleurs, t'as construit ton équipe autour de toi, et en fait, t'as pris quelqu'un avec beaucoup d'expérience, et qui s'appelle Pascal Prunet, qui a mené pour le chantier et pour toi, en tout cas, tout ce travail de fond, de documentation, qui a été un travail colossal. Et puis, ce jeune architecte en chef, Rémi Fromont, qui était un passionné de charpente, passionné de la forêt, etc. Comment tu construis cette équipe ? Comment on fait pour construire une équipe après, comme ça, mais une équipe qui est aussi équilibrée ? Je sais pas. C'est-à-dire, je dis souvent, je me suis allongé un soir avant de dormir et j'ai vu des noms au plafond, et pas 3, pas 4, pas 5. Il y avait Rémi, il y avait Pascal. J'ai demandé à Pascal d'être là parce qu'effectivement, ancien président de la compagnie, donc il pouvait fédérer les gens qui devaient faire malgré moi. Et puis donc Rémi, c'était une telle évidence. Je l'avais eu. Je m'en souvenais plus. Stagiaire dans mon agence quand il était encore jeune. Et puis, avant qu'il soit architecte en chef, dans le cadre de la suite de ses études à Chaillot, il a fait le relevé avec Cédric Tranceau de la charpente médiévale, donc de celle du chœur et de la nef. Un relevé humain, c'est-à-dire que c'est à la main, c'est à l'échelle. Tous les détails d'assemblage y sont mis, toutes les marques des charpentiers sont posées. Donc avec ça, en analysant, on arrive à reconstituer vraiment l'histoire de la charpente. Sans ce document, on aurait eu plus de difficultés à imposer ce qui était une évidence, c'est-à-dire le parti de restauration, restitution de la charpente médiévale et de la flèche de Viollet-le-Duc. Ça, on va y revenir, mais j'ai d'autres questions à te poser avant de parler de la reconstruction. Tu as étudié ce monument de fond en comble. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui connaît aussi bien la cathédrale que toi ? Ce serait prétentieux de dire que je suis le seul. En fait, moi, je la connais peut-être par un certain angle, un certain prisme. D'autres la connaissent par d'autres angles et d'autres prismes. Je la connais bien, mais de dire qu'il n'y a que moi qui la connais, non, je la connais bien en ce moment parce que je travaille dessus, mais d'autres vont travailler dessus et d'autres avant moi vont travailler dessus. Je pense que l'expertise de tous est importante, celle de Benjamin Mouton est importante, et je me fais une joie et un honneur de toujours le voir, parce que j'ai toujours estimé que c'était aussi sa cathédrale, et quand il l'a vu brûler, il a aussi été meurtri. Moi, je suis toujours très reconnaissant de tous ceux qui m'ont appris des choses, tous ceux qui m'ont formé, et Benjamin fait partie de ceux qui m'ont appris beaucoup de choses. Donc j'ai toujours beaucoup de respect pour lui, et maintenant c'est de l'amitié. Est-ce qu'il faut être croyant, Philippe, pour aimer Notre-Dame de Paris ? Là, j'ai envie de dire joker, au sens où j'ai jamais parlé de ce que j'avais au fond de mon cœur. D'abord, c'est de la pudeur, et parce que vous savez, les Tartuffes, et Dieu sait si j'en fréquente, ceux qui se revendiquent catholiques pratiquants, qui vous disent « j'ai lu un psaume ce matin », sont pas forcément les plus charitables, les plus généreux, les plus honnêtes, qui sont quand même des préceptes de base du christianisme, et en tout cas du catholicisme. Donc je ne me revendique absolument pas catholique. Moi qui suis pas du tout croyant, Philippe. Oh, vous devriez, mon fils. J'étais époustouflé, en fait, d'être dans la cathédrale. Il y a quelque chose de mystique, même si on ne croit pas. C'est ça qui est assez incroyable. Il y a un truc qui se passait avant l'incendie, qui se passe encore maintenant. Vous êtes dehors, vous avez des soucis, voire envie de vous flinguer, et vous franchissez le portail, c'est fini. C'est incroyable. Et ça fonctionne toujours. Les cathédrales sont bâties sur des courants telluriques. Ça, c'est mon dada. Mais il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Dès que vous foutez une charpente en métal ou une charpente en béton, tout ça, ça fonctionne beaucoup moins bien.
Et je dis pas que c'est à cause de ça, mais en tout cas, je suis très très content que Notre-Dame ait toujours sa charpente en bois, parce que Et puis elle est incroyable. le résonateur fonctionne toujours. Le travail qui a été fait là de reconstruction, Ah oui. c'est exceptionnel. Là, avant de revenir sur la construction, j'aimerais quand même que tu nous racontes, quand tu vois la cathédrale brûler, où t'es, qu'est-ce qui se passe, et que tu me racontes les premiers moments où tu rentres dedans après l'incendie. Bah déjà, je l'ai pas vu brûler. Donc ça, c'est un cadeau que m'a fait le ciel, parce que je crois que là, je me liquéfiais. Mais j'entendais. C'est-à-dire que j'ai pas vu. Moi, j'étais dans un train. J'ai sauté dans un train dès qu'André Finot m'a envoyé une photo. La seule photo, d'ailleurs, du début de l'incendie à l'intérieur. Là, j'ai tout planqué chez moi et j'ai sauté dans la voiture et je suis allé à la gare de La Rochelle, sauté dans le dernier train et en ayant oublié mon chargeur, en n'ayant pas tout ce qu'il fallait pour me brancher. Si bien que je voyais rien, mais j'entendais les gens dans le compartiment qui faisaient des oh mon Dieu, je sais pas quoi. Donc je me doutais un peu de ce que j'allais voir à la sortie. Et quand je suis arrivé, il devait être 11h sur le parvis et tout était quasiment fait. Je crois que les pompiers venaient de sauver le beffroi nord. Déjà, je commençais à me refermer, à me fabriquer une armure. Je n'ai pas dormi, évidemment, mais le lendemain, j'étais avec les pompiers et là, l'amoureux de Notre-Dame, il n'était plus là, j'étais pas là pour pleurer sur ma cathédrale, j'étais là pour la sauver. Donc j'ai réagi, mais vraiment, là, maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais je sais pas comment j'ai fait pour être aussi froid, glacial, méthodique. Et puis, avec les entreprises, j'ai pu dire, voilà, papa, mais il me faut ça, on fait ça, paf. Et quand tu rentres dedans, la première fois que tu rentres dedans après l'incendie, je me suis dit, c'est pas possible. Mais je pensais pas que ça arriverait. Et je me suis jamais posé la question de savoir. J'ai jamais été découragé. J'ai jamais été pleurnichard. Je me suis jamais dit, c'est moi, faut que je démissionne, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Non. Dès le lendemain, je me suis retroussé les manches et je me suis mis au boulot. Et un certain Alexandre Gady, qui est un historien, s'est permis d'écrire dans une interview que par décence, l'architecte en chef aurait dû démissionner le lendemain de l'incendie. Des leçons de décence, j'ai envie de lui retourner. Et puis, si j'avais pas été là, le temps qu'on choisisse l'un de ceux qui se pressaient derrière la porte, on aurait perdu du temps. Et qui connaissait mieux que moi la cathédrale parmi les en-chefs? Je crois qu'il n'y avait que moi. Donc ça, je l'ai encore en travers, ce genre de truc. Ouais, je comprends. Et Philippe, moi, il y a quelque chose, encore une fois, je sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais c'est pas grave, on se dit tout, on se connaît bien. Moi, j'étais assez épaté les premières minutes quand je suis rentré dans la cathédrale, à quel point il y avait une forme de chaos et à quel point, à la fois, il y avait plein de choses qui étaient immaculées. Moi, je me rappelle de la Vierge, en fait, au pied d'un pilier, en fait, qui était complètement blanche, immaculée. Et que d'ailleurs, en fait, j'étais assez étonné, c'est-à-dire que suivant où on était dans la cathédrale, en fait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu un incendie. C'est vrai que quand je suis rentré, la cathédrale était marronasse, luisait de partout. Il y avait des cascades d'eau qui coulaient tout à fait, je me rappelle de ça. Sur le côté sud de la nef. On marchait dans du charbon de bois mêlé à de l'eau. Les les chaises étaient propulsées dans tous les sens avec l'impact de la flèche, l'impact de la croisée. Il y avait une odeur âcre, assez détestable, une lumière crue que la cathédrale n'avait jamais eue depuis sa construction, on va dire. Et puis très rapidement, j'ai fait mon diag. Et puis c'est vrai que la Vierge, là dont tu parles, elle m'a accueilli le dimanche de Pâques, parce que c'était le lundi de la Semaine Sainte, le jour de l'incendie, et normalement le dimanche c'était Pâques, le dimanche suivant. Et donc normalement la cathédrale aurait dû pétarader des grandes orgues, de chœurs, d'encens, tout ce que vous voulez. Et puis là j'étais seul, je marchais dans la cathédrale et je me dirigeais vers la croisée et j'ai vu un tas de charbon qui était la flèche. Puis émergé de ce noir, j'ai vu la Vierge. Et j'ai vu la Vierge. En fait, non, je l'ai entendu sûrement. Elle m'a dit, j'ai besoin de toi, mais je vais t'aider. Et ça m'a donné une détermination de fou. C'est-à-dire que je me suis senti porté par quelque chose de plus fort que moi. Et je répondais souvent au général. Je lui disais, vous savez, moi je suis comme Jeanne d'Arc. Je suis déterminée comme elle, mais sauf que moi, Jeanne d'Arc à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, mon bûcher, il a lieu le 15 avril. Ça le faisait beaucoup rire. Ouais, ça le faisait beaucoup rire. D'ailleurs, si on peut juste faire une aparté sur le général Georges Lain, à la fois, il y avait une forme de dualité, tous les deux, mais vous poursuiviez quand même un objectif commun. Moi, c'est ça qui m'a marqué, en tout cas, dans votre rapport que vous avez tous les deux. Il n'y a aucun doute sur
ta dévotion quasiment à cette cathédrale, mais j'avais pas de doute non plus sur son amour à la cathédrale lui aussi. En fait, on se rejoignait beaucoup sur beaucoup de points. Ouais. Lui, il était général et moi, j'étais l'architecte. Un jour, je lui ai dit, vous savez, il y a 2 généraux sur le chantier. Il y a vous, puis il y a moi. Et ce qu'il y avait de bien avec lui, c'est que je pouvais me permettre de lui dire des trucs. Et comme il m'impressionnait T'étais le seul, d'ailleurs, pas, Philippe, à ce que tu et pouvais un dire jour, des il choses. m'a dit, vous êtes vraiment le seul à qui je permets qu'on me parle comme ça. Je lui ai fait, oui, puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et parce que je l'ai toujours taquiné, en fait, dans le genre, oui, bah, tu fais ta grosse voix, ton machin, mais même pas peur. Et je pense qu'il aimait ça, parce qu'il a jamais été habitué à ce qu'on le taquine comme ça. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Et je pense qu'il avait confiance dans, oui, comme tu disais, à ma passion pour Notre-Dame. Et il savait que les objectifs qu'il poursuivait, celui de réussir la mission qu'on lui a confiée, en bon militaire, il savait qu'avec moi, ça marcherait parce que j'étais tout aussi déterminé que lui. Et puis, vous aviez quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'il était très attaché quand même aux compagnons du chantier. Indéniablement, il avait cette espèce d'humanisme qui manque à certains parfois parce que il avait compris que de toute façon, sans vous, les compagnons, ils pouvaient rien faire. Comme moi, je le savais aussi. C'est bien pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance pour tous les compagnons. Un chef d'état-major des armées, il doit savoir combien de tanks il a, combien de fantassins il a, tout ça. Et je pense qu'il savait que son arme majeure, c'était les compagnons. Et puis, tu vois, un truc hyper sympa et qui fait toute votre différence, c'est que lui, sur le chantier, il nous disait que les cordistes, on était les forces spéciales. Et toi, tu nous appelais les écureuils. Oui, voilà, oui. Voilà. Ça démontre bien la différence de tempérament que vous avez. J'étais un peu nature et découverte, et lui la bombache, mais... Philippe, juste un sujet encore sur l'incendie. Je sais que c'est un sujet qui est douloureux pour toi, déjà, mais on me pose tout le temps la même question. C'est pourquoi ça a brûlé ? Qui est-ce qui a mis le feu ? On a dû te poser cette question 2000 fois. Est-ce que, une fois pour toutes, tu peux répondre à cette question ? Il y a un truc qui m'a profondément agacé, c'est dès le début qu'on accuse le chantier, qu'on accuse les entreprises, qu'on m'accuse moi. C'est déjà suffisamment difficile à vivre lorsque vous êtes chargé d'un monument ou quand vous êtes en train de travailler dessus, de le voir partir et de se sentir accusé par tout le monde, alors qu'en fait, rien aujourd'hui n'accrédite la thèse que ce soit l'entreprise qui ait foutu le feu. On va laisser, de toute façon, l'enquête est toujours en cours, comme on dit. Je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui s'amuse au moment de l'ouverture, ce moment tellement attendu pour tout le monde et pour lequel j'ai tellement donné et travaillé avec vous, qu'il y en ait un qui dise « Oui, mais enfin, bon, non, c'est normal que vous ayez fait ça, puisque finalement, vous avez foutu le feu, c'était normal de réparer. » Ça, je l'attends au tournant, le crétin qui se permettra de dire ça. J'ai maladroitement dit que je me sentais un peu responsable. Non, pas du tout. Je considère que ça n'aurait jamais dû arriver, l'incendie de Notre-Dame. Que je sois dessus ou pas. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Il se trouve que j'étais dessus, mais je ne me suis jamais senti responsable de ça. Mais c'est quelque chose d'un peu dur à garder quoi, en soi. Ouais, complètement, je comprends exactement ce que tu veux dire. Comment on dit, en fait, ce chantier ? Comment on parle ? Parce qu'en fait, les gens se chamaillent même sur les mots qu'il faut utiliser. Est-ce que c'est une reconstruction ? Est-ce que c'est une construction ? Est-ce que c'est de la restauration ? Est-ce que c'est la rénovation ? Comment tu le dis, toi ? Alors, j'ai inventé un concept. Si je t'écoute. T'as peur ? Non, j'ai eu l'occasion de participer à des colloques pour ICOMOS sur notamment le 60e anniversaire de la Charte de Venise et le 30e anniversaire du document de Nara. La Charte de Venise, dont tout le monde parle, c'est quelque chose qui stipule grosso modo en schématisant que tout édifice, pour peu qu'il soit parfaitement documenté, il n'y a pas de question à se poser, on le reconstruit à l'identique. Il se trouve qu'à Notre-Dame de Paris, on avait, comme je l'avais expliqué, les relevés de charpente parfaitement précis, que ce soit celle de la charpente médiévale, que ce soit celui de la flèche de Viollet-le-Duc. Les couvertures en plomb, c'était pareil. Les voûtes, on sait quoi faire. Donc, Charte de Venise, plein pot, on y va. La question ne devait même pas se poser avant que les politiques ne s'amusent à faire du populisme de bas étage sur le dos du patrimoine. Ensuite, le document de Nara, il infléchit ce dogme en y ajoutant une notion d'authenticité. Un Japonais, parfois, rituellement, possède des temples et puis les démonte et les recommence. Et pour eux, c'est tout aussi vénérable, même si la peinture est encore fraîche, que le précédent et encore tous les précédents. Chez nous, plus c'est vieux, plus c'est en place depuis longtemps, ça a de la valeur.
une pierre du XIIe siècle aura nécessairement plus de valeur qu'une pierre du XIXe et encore plus que du XXIe. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est, pour l'appliquer à Notre-Dame, c'est quoi Notre-Dame ? Notre-Dame, c'est un concept, c'est une architecture, c'est des matériaux, des mises en œuvre. Si le matériau, il est en mauvais état ou disparaît, c'est le cas de l'incendie, on remet du bois et on refait pareil. C'est un peu ça. Donc finalement, on a appliqué et la charte de Venise et le document de Nara, et ça donne ce que j'appelle la restitution authentique. Donc le concept, c'est la restitution authentique. Oui. Ok, donc c'est ni de la restauration, ni de la reconstruction. C'est un mélange des deux. Ok. Et d'ailleurs, j'avais plein de questions autour de ça. Toi, je sais que tu as été un partisan, en tout cas, d'une reconstruction à l'identique, d'utiliser les mêmes matériaux, etc. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. On a entendu tout le monde donner son avis. Comment tu as vécu ça, toi, le fait que tout le monde donne son avis sur la cathédrale, alors qu'en fait, au quotidien, c'est toi qui faisais et c'est toi qui te battais pour justement faire passer cette idée de la reconstruction à l'identique? À vrai dire, j'étais très agacé. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que t'en sais ? Ensuite, il y a tous ces gens, ces pseudo-sachants, ces pseudo-spécialistes. Il y a eu plein de spécialistes, dont des architectes ou des pseudo-architectes, dont un, dont je tairai le nom, s'est vanté de dire, mais il faut le faire en carbone, c'est rapide et en plus c'est léger, et vous verrez. Bah oui, mais manque de peau, c'est qu'il faut du lourd sur Notre-Dame. Mais c'est un métier, ça s'appelle architecte en chef des monuments historiques. Et il est évident qu'il fallait charger au maximum les murs Gautreau pour revenir à l'état structurel et dynamique de la cathédrale avant l'incendie. Bon, après le bois et la flèche, pour l'histoire du document de Nara, puis je veux dire intimement, et comme la majorité des Français et des gens du monde, Notre-Dame, c'est la silhouette qu'on lui connaît, c'est cette flèche de Viollet-le-Duc. Mais comme je l'ai dit très rapidement, c'est qui des 13 millions de visiteurs qui se pressaient autour de Notre-Dame savaient que la flèche était du 19e siècle. Je pense pas grand monde, ouais. Pas grand monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est là où Viollet-le-Duc a du génie, c'est que sa flèche, geste complètement fou, mais admirable d'un point de vue proportion, et surtout point de vue dessin et vocabulaire, c'est parfaitement intégré à Notre-Dame. Et c'est là le génie de Viollet-le-Duc. C'est pas de mettre son coup de poing et de mettre sa signature en bas et de faire un geste contemporain sur Notre-Dame qui compte. C'est d'avoir la modestie de reconnaître qu'avant nous, il y a eu un chef-d'œuvre, qu'on peut le retrouver, ce chef-d'œuvre, qu'il y a des gens pour pouvoir le refaire. On le refait à l'identique et tout le monde sera content de retrouver la silhouette familière de Notre-Dame. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous entendez aujourd'hui, alors que la flèche domine à nouveau Paris, vous avez entendu un grincheux regretter que ce soit pas du verre, de l'acier ou du carbone pour faire plaisir à l'autre ? Non ? Ça prouve que c'était la bonne réponse. Ouais, je pense que c'était la bonne réponse. Et d'ailleurs, Viollet-le-Duc, en fait, il avait remis en état Notre-Dame telle qu'elle était au XIIe siècle. Tu t'es mis dans la même position que Viollet-le-Duc un petit peu, parce qu'en fait, tu reconstruis à l'identique comme lui, il a essayé de le faire aussi à son époque. Pas du tout. Pas du tout. Viollet-le-Duc, il a inventé. Moi, j'ai rien inventé du tout. Rien ne m'agaçait plus que Georges Lain quand il disait « Vous verrez bientôt se dresser la flèche de Villeneuve dans le ciel. » machin. Je disais « Vous arrêtez tout de suite, c'est pas la flèche de Villeneuve, c'est la flèche de Viollet-le-Duc, humblement reconstruite par Villeneuve. » Moi, je prétends pas avoir le génie de Viollet-le-Duc. Oh là là. Et d'ailleurs, si on te pose cette question, Philippe, dans 50 ans, dans 500 ans... on dira la flèche de Viollet-le-Duc. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ton passage sur la cathédrale ? Je m'en fous. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Je dis souvent, tous les jours, il faut penser à la mort. En tout cas, moi, tous les jours, je pense à la mort. Puis il y a juste un truc aussi à regarder, vous savez, il faut regarder la Lune, il faut regarder l'espace, il faut regarder ça. Puis la Terre, comme ça vient... Machin comme ça. C'est ça la Terre, c'est un petit machin qui est comme ça. Vous êtes dessus. Alors, vous savez, c'est moi qui l'ai fait, j'ai la Légion d'honneur. Le seul truc que je voudrais, c'est qu'on dise, tiens, elle est belle cette cathédrale. C'est tout. Puis dans 100 ans, il y en ait un autre qui fasse pareil, et puis voilà. Mais c'est ça. Les gens qui veulent mettre leur nom, leur plaque, en disant, c'est moi qui l'ai fait à Notre-Dame, n'ont rien compris à Notre-Dame. C'est peut-être ça aussi, être architecte en chef des monuments historiques et d'être passionné, c'est... d'avoir un niveau d'humilité. En tout cas, sur Notre-Dame, ça sert à rien de mettre sa plaque. Vous imaginez un peu tout le nombre d'architectes qui ont travaillé sur Notre-Dame en 860 ans. Et je dis souvent aussi, je suis nommé depuis 2013, j'arrêterai peut-être en 2028, 2030. J'aurais passé quoi 15 ans à Notre-Dame. 15 ans, 861 ans. En tout cas, je te sais passionné, je te sais engagé. Qu'est-ce que tu vas faire après ?
De la poterie. C'est un chantier qui a pris 5 ans de ta vie, peut-être avant, même on parle de l'après l'incendie, mais en tout cas, moi je sais que ça a complètement transformé ta vie, tu as déménagé, tu as tout laissé pour Notre-Dame, tu t'es consacré à 100% par Notre-Dame. Là, on est à quelques jours de la réouverture. Première question, c'est est-ce que tu auras considéré que tu as réussi ton défi? Et deuxièmement, en fait, qu'est-ce que tu vas faire après? Bon... Là, on est à quelques jours de l'ouverture et curieusement, je suis plus que détendu. Je suis en train de faire ce que les femmes connaissent bien, c'est le postpartum. C'est-à-dire que je suis en train de décompresser. Parce qu'en fait, on a eu une commission de sécurité qui est passée la semaine dernière et qui va repasser le 25. Et on sait que ça va bien se passer. Donc, dès lors, j'ai considéré que mon chantier était terminé. Je me connais, je sais que je vais faire une énorme dépression, mais en attendant, j'attends avec impatience cette ouverture parce que j'ai qu'une hâte, c'est de rendre Notre-Dame au monde, comme je m'y étais engagé, mais aussi pour moi. J'ai souvent dit qu'à mesure que les cicatrices de la cathédrale se refermaient, moi aussi les miennes se refermaient, et du coup, elle est sur pied, donc moi je vais aller beaucoup mieux. Je suis détendu, je suis content. J'ai effectivement réussi attention, je vais être vulgaire, à faire la nique à tous ceux qui ne croyaient pas. Et puis, en même temps, moi, me retrouver ma cathédrale au plus vite. Donc, je suis hyper heureux. Alors après, j'ai encore un programme de travaux qui va s'étaler peut-être entre 2025 et 2028, voire 2030. Ma retraite, c'est 2030. Après, j'ai envie de transmettre. Donc, j'ai envie de donner des conférences, de donner des cours, enfin bref, de donner tout ce que je peux pour que ce que j'ai appris à Notre-Dame, ce que je sais d'elle, des métiers, du chantier, de l'architecture, de tout ça, j'ai envie de le transmettre. Ouais, tu as passé des moments difficiles sur ce chantier. Moi, je sais, j'en ai vécu certains avec toi. C'était difficile quand même. On nous a pas mâché le travail, on nous a pas aidés. Et c'était parfois pas évident d'avoir une ligne directrice pour continuer à y croire. Et d'ailleurs, ce que tu dis très justement, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, on a été très nombreux en fait à y croire, que ça allait marcher et qu'on allait réussir en fait ce défi qui était complètement incroyable. Aujourd'hui, on a réussi, Philippe ? Bah oui, mais largement. Et là où je suis content, c'est que l'esprit Notre-Dame, il a perduré. Il existe tant dans le chantier qu'en dehors. C'est vrai que c'est une aventure extraordinaire, c'est une aventure humaine extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu nulle part. Ça a été une opération, un chantier, une aventure, en tout cas qui marque une vie. Et moi, je sais que mes équipes de cordistes, elles me disent toutes, en fait, Xavier, on est un tout petit bout, mais en fait, on est tellement heureux d'avoir pu participer à ça et d'avoir, en tout cas, mis notre pierre à l'édifice. Ouais, c'est quelque chose qui est très émouvant pour eux, d'ailleurs, quand ils m'en parlent. Je suis heureux de ça, parce que j'ai parfaitement conscience que ce qu'ils ont fait, c'est pas des petites choses, c'est des choses importantes à chaque personne. Ouais, chaque personne est absolument essentielle sur le chantier. Ce chantier, c'est un budget quasiment illimité. C'est aussi cool que ça, un budget illimité sur un chantier de restauration du patrimoine, Philippe ? Alors, moi, ça n'a pas été un chantier cool d'un point de vue budget limité. C'est sûr que c'était un souci en moins. Mon maître d'ouvrage avait l'argent, bon, très bien. Non, c'est une sécurisation. Et surtout, ça permet d'avoir les moyens. Ça permet d'avoir des moyens de levage qui coûtent cher, mais absolument nécessaires. Ça permet d'avoir des installations de chantier tout à fait agréables et utiles. Donc oui, c'est très bien, mais c'était à la hauteur de Notre-Dame, il fallait ça. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'en fait, tout cet argent qu'on a mis dans la construction de Notre-Dame, on aurait pu l'utiliser pour d'autres choses et que, en fait, pour des vieilles pierres, est-ce que c'était vraiment utile ? Qu'est-ce que tu leur réponds à eux ? Là, c'est sûr que Notre-Dame, c'est Notre-Dame. On va pas. C'est évident. Si un lavoir vient à brûler, il y aura pas la mobilisation qu'on a eue pour Notre-Dame. Faut aussi savoir remettre les choses à leur juste place. Notre-Dame, c'est quand même la cathédrale de France. C'est l'image et l'histoire de la France. C'est aussi une manière de voir la place que tient la France dans le monde entier. Et il faut bien que de temps en temps, il y ait un symbole de la France, au même titre que la Tour Eiffel ou que l'Arc de Triomphe. Ça se passe là. Mais vous avez la cathédrale de Strasbourg aussi, qui est un symbole de la France et de l'Europe. Alors on ne peut pas, effectivement... comparer Notre-Dame et les moyens qui ont été mis avec le reste du patrimoine de France. Mais il faut savoir aussi qu'il faut avoir une politique courageuse, ambitieuse, et peut-être effectivement pas faire porter tout
au seul ministère de la Culture. On connaît là aujourd'hui des difficultés énormes budgétaires et économiques qui vont impacter les entreprises, qui vont impacter le renouvellement des compagnons, qui vont bloquer des chantiers. Il faut trouver, malgré tout, d'autres ressources, et on les a, les ressources. Il faut arrêter, on n'est pas un pays sous-développé, il y a quand même des sous. Donc, est-ce qu'il faut créer des choses qui sont peut-être plus ambitieuses que le loto du patrimoine de Stéphane Bern, ou est-ce qu'il faut, ou les fondations, c'est très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas créer une structure un peu plus ad hoc, fléchée, moins floue que c'est l'État, c'est les Beaux-Arts, comme disent certains encore, mais qu'on sache que restaurer un monument, c'est telle porte. C'est ça qu'il faut trouver. Et puis, tu dis une chose, moi je trouve qui est très jolie sur le patrimoine mondial de l'humanité, sur Notre-Dame de Paris. Tu peux me réexpliquer à tout le monde comment toi tu le présentes, parce que moi je trouve que c'est, en tout cas, c'est le meilleur moyen de présenter Notre-Dame quand on parle de cette logique d'humanité. Alors, c'est pas moi, c'est l'UNESCO qui donne cette distinction, si on peut dire, sur des monuments ou des sites emblématiques qui représentent l'humanité, qui sont des traces de l'humanité, comme les pyramides, tout ça, mais du patrimoine vivant, c'est-à-dire de notre société, notre monde. Attention, on a ça comme trésor, on a ça comme patrimoine, tous, la planète. Donc faisons attention. Et quand Notre-Dame a brûlé, là on a eu vraiment l'illustration de ce qu'est un monument patrimoine de l'humanité. Parce que quand on pense qu'il y a des gens de partout, toutes religions confondues, ont donné pour Notre-Dame. Ouais, c'est assez incroyable. J'avais une question sur le chantier. On était au moment de la phase de sécurisation d'une centaine, 200 personnes. Et puis tu es passé à un chantier qui a complètement explosé, où il y avait quasiment 2000 personnes sur le chantier. Comment on gère un chantier de 2000 personnes au quotidien ? Comment on fait ça ? Il faut s'organiser. C'est-à-dire que, en fait, il faut être, comme je dis, très clair dans sa tête. Il faut savoir s'organiser soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai organisé l'agence avec Rémi, Pascal et moi. C'est assez pyramidal, en fait, au-dessus. Et puis ensuite, il y a des ramifications avec chef d'agence, Lucille Co. Et puis ensuite, des chefs de pôle. Alors, maçonnerie, pierre de taille, sculpture, vitrail, mobilier, etc. Donc, des personnes qui ont de l'expérience et un certain caractère. Ensuite, vous avez les différents collaborateurs, architectes du patrimoine ou architectes tout court, qui sont pas encore complètement confirmés, mais qui vont se nourrir de Notre-Dame et qui, avec ce chantier, se monter d'un cran. En fait, ce qui se passe dans les entreprises, ça se passe aussi chez nous. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu que les gens qui travaillent chez moi soient vraiment des architectes. Donc, qu'ils n'aient pas besoin d'avoir quelqu'un derrière eux pour leur dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Et après, quand on a défini les pôles, comment on s'organise ? Est-ce qu'on fait ça par secteur ? Est-ce qu'on fait ça par entreprise ? Est-ce qu'on fait ça par lot ? Est-ce qu'on fait ça ? Voilà, ça c'est une gestion. Et je dis souvent, Notre-Dame, c'est pas un chantier, c'est 30 chantiers. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Et tu as réussi en plus à garder une cohésion d'équipe. Moi, il y avait quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de jeunes dans tes équipes. Donc il y avait vraiment cette logique de transmission. En tout cas, moi, je l'ai vu sur le chantier. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. C'est quoi les erreurs que tu as faites, Philippe, sur cette opération ? Et si c'était à refaire, tu ferais différemment ? Peut-être que j'ai exacerbé certains conflits, certaines choses comme ça, que ailleurs ou avec des enjeux différents, j'aurais peut-être pas fait. Ça, c'est sûr. Le truc qui me revient le plus, le sentiment que j'ai eu le plus, en dehors de l'affection, tout ça, c'est de la colère. Colère parce que ça avançait pas assez vite, colère parce que j'étais pas écouté, colère parce que des gens ramaient à contresens ou me glissaient des pots de banane ou avaient envie de me détruire. Ça, oui, j'ai accumulé beaucoup de colère. Mais en contrepartie, c'était parce que je me défonçais complètement pour la cathédrale. T'as un vrai amour pour les compagnons, pour de vrai, sincère. Moi, je le vois au quotidien quand tu passes sur les chantiers. En fait, qu'est-ce que tu leur dis ? Déjà, je commence par leur dire bonjour. Pour moi, c'est évident de dire bonjour à la personne qui franchit la palissade et qui vient travailler pour la cathédrale. Et puis, je lui dis merci dans des occasions diverses et variées. Donc là, si on a réussi ce pari un peu fou, c'est grâce aux compagnons. Donc je ne peux que être reconnaissant et vu l'amour que j'ai pour la cathédrale, j'ai forcément de l'amour pour les gens qui m'ont aidé à la retrouver, ma belle. Et puis c'est des gens sympathiques, simples, je m'y retrouve, mais je suis d'une incroyable jeunesse d'esprit, ça se voit pas là, mais là je suis prime sautier. Ouais, je confirme.
Il y a une partie qui s'appelle Notre-Dame sans filtre. Je vais te poser plein de questions. Oh la vache. On en a déjà parlé, mais on t'a pas beaucoup entendu. Est-ce que c'est parce que tu es incontrôlable ? Alors, on m'a pas beaucoup entendu parler. Est-ce que c'est parce que je suis incontrôlable ? Ça sous-entend donc que j'ai fait l'objet d'une censure. Je répondrai oui. Mais ceci dit, si on continue de penser que je suis incontrôlable, c'est que vraiment on fait pas d'efforts. Parce que, au contraire, pour être resté vivant pendant 5 ans, je me suis particulièrement contrôlé. Est-ce que les architectes en chef, en fait, c'est une espèce qui est impossible à gérer ? Ah oui. Avant, elle était plus gérable quand il n'y avait pas la concurrence et puis il y avait un peu plus d'implication du ministère un peu dans l'organisation. On ne travaille pas sur le même monument chacun. On a chacun une perle, un petit diamant dans son escarcelle, une puissance de feu différente selon qu'on a les moyens, qu'on a des grands édifices ou pas, qu'on a envie ou l'ambition. Moi, personnellement, j'avais une force de frappe tout à fait modérée parce que j'ai jamais été un goinfre. Qui ont été tes pires ennemis ou tes plus gros freins là sur le chantier ? C'est du nominatif que tu veux ou T'es libre de dire ce que tu veux, Philippe. Mes pires ennemis, la connerie, la lenteur. Voilà, donc là-dedans, il y a de quoi mettre beaucoup de monde. Et tu as continué à réussir à dire non en permanence ? Moi, je t'ai entendu beaucoup dire non, en tout cas, sur des choses comme ça, des touches personnelles, des sujets d'ego concernant la cathédrale. Je dis non dans le principe. Il y a des traditions de compagnons, de bâtisseurs. Et toutes les cathédrales que vous voyez, bon d'accord, il y a les rois qui plastronnent, bon très bien. Mais en attendant, les compagnons, ils ont laissé à droite à gauche des petites choses que même le commun des mortels ne voit pas ou ne voit plus. Donc moi j'estime que si c'est comme ça la tradition, continuons de la faire. Je ne suis pas exempt de petits signes laissés à droite à gauche dans ma cathédrale. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on parte à la recherche des signes que tu auras laissés, c'est ça, Philippe ? Ok. Est-ce que tu as eu envie de claquer la porte, Philippe ? Ça t'est arrivé sur... Oh oui, j'ai très très souvent. Là, vendredi dernier, j'ai eu envie de la claquer. Mais en même temps, je vois pas pourquoi je ferais ça à ma cathédrale, c'est-à-dire de l'abandonner aux mains de gens pour qui j'ai une considération plus que réduite. Notre-Dame de Paris, Philippe, on fait payer l'entrée ou pas ? J'espère bien que non. Parce qu'on compare des choses pas comparables. On compare l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre à la France. Il se trouve que dans ces pays-là, les églises appartiennent à l'Église. En France, ça appartient à l'État ou aux communes. Et encore une fois, il y a bien d'autres manières de récupérer de l'argent. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je trouve que c'était une très bonne idée. C'est d'augmenter légèrement la taxe de nuitée dans les hôtels. Et avec ça, vous pouvez diriger ce que vous avez récupéré sur un budget du patrimoine. Il y a plein d'idées comme ça. Mais le geste symbolique de payer pour rentrer à Notre-Dame alors que Notre-Dame est debout parce que des gens ont donné, je trouve que c'est un peu vulgaire. En tout cas, il y a une chose qui te survivra, c'est la cathédrale, ça c'est sûr. Ton coq que tu as dessiné. La preuve que non, puisque de toute façon, un coq, vous voyez, ça peut tomber aucune tempête et ça se cabosse et on ne le restaure pas. Donc le mien, il finira peut-être probablement comme ça, de toute façon. Mais... Et qu'est-ce que ça t'a enseigné, cette aventure ? Eh bien, plein de choses. La technique, tout ça, très bien. Ça m'a appris à driver les équipes d'un point de vue humain. En fait, à chaque fois qu'on me pose la question, qu'est-ce que vous retenez de ce chantier ? C'est quoi ? C'est la flèche, la charpente ? Je réponds non, ça c'est des étapes, on va dire, normales. Non, c'est vraiment, alors quitte à faire tarte à la crème et puis du sentimentalisme, mais vraiment c'est sincère, c'est l'humain. Un chantier qui aurait pu être un enfer total, il l'est par ailleurs, par certains aspects, ne serait-ce que par certaines personnes, mais ce qui reste, c'est le plus grand. Et le plus grand, certes, c'est le monument, mais le monument, s'il est là, c'est grâce à l'humain. Et c'est vraiment le rapport que j'ai eu et que j'ai encore avec les compagnons. Merci beaucoup, Philippe. Moi, je voulais te remercier à deux égards d'être venu déjà dans mon podcast. Et puis, merci de nous avoir aidés à pouvoir réaliser ce défi complètement incroyable. J'espère qu'on aura été à la hauteur. En tout cas, ça va nous survivre. Merci, Philippe.